À 18 ans, il organisait des événements avec une équipe sous gestion de 35 personnes. À 22 ans, aujourd'hui, il scale les entreprises locales avec des campagnes publicitaires. Zach, c'est le genre de profil qui ne parle pas juste marketing. Il le vit profondément. Il ne s'arrête pas à la publicité impersonnelle, mais il va serrer les mains à ses leads en physique, sur place. C'est un entrepreneur dans l'âme, obsédé par la performance, la psychologie et la croissance. Que ce soit en business, en mindset, mais aussi en sport. Il est derrière de très gros projets comme Espace Navi ou plus récemment Finance et Entreprise 360, un événement monté de A à Z en moins de 2 mois qui a rassemblé plus de 400 entrepreneurs autour des finances et de l'entreprise, ici même à Montréal. Aujourd'hui, il partage avec nous son parcours, les wins, les leçons, les crashs, la vision d'un jeune entrepreneur de Montréal qui pense business comme un jeu d'équilibre entre stratégie et leadership. Bienvenue à toi, Zachary. Merci. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Merci de m'avoir. Eh ben avec plaisir. On se connaît depuis presque 1 an maintenant. Non, si, 1 an. On s'est rencontrés dans un mastermind à Montréal d'entrepreneurs. Ouais. Dis-nous qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas. Il y a pas mal de gens qui vont te découvrir sur ce podcast-là. Qu'est-ce que tu fais en quelques lignes? Et ensuite, on va aller dans le bloc par bloc sur ta vie, ta vision. Je suis Zachary, jeune entrepreneur de Montréal, de la Rive-Sud, Châteauguay. 22 ans. J'adore la psychologie, j'adore le marketing. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancé en marketing, en acquisition, en croissance, en business. Je trouve que la business, c'est un jeu et j'adore ça. Je vis ça à tous les jours. Puis la raison pourquoi je me suis lancé dans le marketing, c'est beaucoup à cause de la psychologie derrière. Puis c'est ça. Je travaille fort. On essaie de grossir le plus possible. On essaie de network. Voilà. Tu as fait un énorme événement il y a 2 semaines de ça? 2 semaines. 2 semaines de ça. Je t'ai vu courir partout sur cet événement. On va en parler un peu plus tard. Dans ton parcours, tu t'es retrouvé catapulté à gérer des équipes de 35 personnes autour d'une activité de business. Peux-tu nous en parler? Quel a été ton parcours? Comment tu arrives à 18 ans à gérer autant de personnes? Quel a été ton parcours scolaire? Comment tu es arrivé là? Et comment tu arrives à 22 ans à être mature avec une business qui roule? Très bonne question. Mais dans le fond, tout a commencé, j'allais à l'école secondaire, là, normalement. Puis j'ai commencé à travailler très jeune. Très jeune. À l'âge de 14 ans, j'ai déjà commencé à travailler. Fait que dans le fond, moi, qu'est-ce que je faisais? J'ai commencé à travailler comme animateur à un camp nautique. C'est un camp de jour, dans le fond, pour les enfants. Puis j'ai commencé à l'âge de 14 ans. J'ai fait plusieurs étés, fait que c'est un job d'été. Puis à partir de l'âge de 15 ans, je travaillais peut-être 20 heures par semaine dans un centre sportif qui était proche de mon école secondaire. J'ai commencé à travailler très jeune, puis j'ai toujours senti que j'avais un mindset un tout petit peu différent que comme les gens autour de moi. Les gens qui travaillent à 14 ans, c'est quand même assez rare. Puis dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que à l'âge de 17 ans, j'avais monté les échelons rapidement, puis il y a quelqu'un dans l'organisation, toujours au centre nautique. Dans le fond, le centre nautique de Châteauguay, là, c'est un centre nautique où est-ce qu'on fait la location de kayak, de stand-up, des camps de jour. C'est avec eux que tu travailles encore, là? Tu fais des non, c'est exact, c'est différent. Mais en fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quelqu'un dans l'organisation, dans le fond, la boss, qui a vu quelque chose en moi, puis elle a fait « Je pense que cette personne-là est prête pour être responsable. » À 17 ans. Et je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Donc, je t'ai parlé en détail, peut-être que tu pourrais me poser des questions sur ça si tu veux. Mais à l'âge de 17 ans, je me suis retrouvé responsable du camp nautique, overall. Puis on avait à peu près 5, 6, 4 employés de fois 2 camps nautiques, donc 8 personnes. J'étais responsable de l'organisation du camp nautique, l'envoi des courriels aux parents, vraiment la gestion du camp nautique, juste s'assurer que tout se passe bien. L'année d'après, j'ai rapidement monté, puis j'ai été, à l'âge de 17 ans, promu à comme le poste qui s'appelle coordonnateur adjoint à la programmation estivale. En fait, la programmation estivale, c'est tout ce qui se passe à la ville de Châteauguay, niveau événement, d'où vient l'événementiel. Okay. Puis on avait une équipe de 35 employés, puis j'avais 17 ans, puis je devais gérer un centre nautique. J'étais pas tout seul, bien évidemment, mais c'est comme ça que tout a commencé, puis voilà. Ok, trop bien. Et à ce moment-là, donc tu fais ça, ensuite tu burn out? Non, j'ai pas burn-out, non. Ok, tu as un passage où justement tu fais une dépression. Ouais. Tu pars au Mexique ou dans le sud. Oui, non, dans le fond, c'est un peu plus long que ça. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe, c'est que si on met de côté le côté de la job, okay, j'ai eu un côté un tout petit peu plus, un passage un peu plus sombre, on peut dire. Puis ça, c'était en secondaire 5, si je me rappelle bien. Fait que là, j'avais à peu près 17 ans à peu près, quelque chose comme ça. Puis ça, c'était un passage dans ma vie un peu plus sombre où est-ce que, je sais pas comment dire, tout allait mal. À ce moment-là, j'avais pas encore le mindset que j'ai aujourd'hui. Puis j'ai été diagnostiqué par une dépression. Okay, aujourd'hui, tu vois le guillemet que je fais, parce que c'est même plus une notion que je crois possible. Okay. Mais à ce moment-là, c'était une série d'événements, plein de choses qui étaient arrivées.
Puis je me sentais vraiment mal. Puis plus je me sentais mal, plus je pensais à ça, plus je pensais à ça, plus je me sentais mal. C'était comme une roue sans fin. Roue sans fin. Je passais les dîners tout seul, en train de pleurer chez nous, je faisais rien, tu sais. Puis ça, c'est le passage un peu plus sombre que j'ai eu. Puis qu'est-ce qui m'a sorti de ça, dans le fond, en fin secondaire 5, c'est quand j'ai réalisé que, puis c'est là un peu a commencé mon développement personnel, c'est que j'ai réalisé que j'étais en contrôle de tout ça. Parce que tout le long, j'avais un mindset un peu de victime, un mindset de pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi cette chose-là, ça arrive à moi, pourquoi moi. Et je me posais pas la question, qu'est-ce que je peux faire à partir de là. Puis quand j'ai changé ce mindset-là, ben c'est là que j'ai commencé à regarder des vidéos de développement personnel, regarder des livres, puis des trucs comme ça. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'au final, la raison pourquoi je suis où est-ce que je suis dans la vie, c'est à cause des décisions que je prends, puis à cause de la façon que je vois la vie. Right? C'est toute une question de perception. Puis quand j'ai changé ça, ben là, ce mindset-là a évolué, jusqu'à aujourd'hui, j'ai de la misère à dire que comme une dépression, c'est quelque chose de réel. Je dis pas que c'est pas réel, mais je dis que si tu le vois pas comme une notion possible, dans le fond, puis que tu vois le mindset différemment, c'est toute une question de perception, ça peut même pas t'arriver. Fait que c'est Okay. Parcours un peu sombre. C'est engageant ce que tu dis là. C'est engageant parce que j'ai cette mentalité-là aussi, mais je me rends compte que ça dépend de comment tu vis tes émotions. Est-ce que tu es cartésien ou très émotif? Et c'est un... Ok, je capte le truc. Donc tu vas de l'avant avec cette épreuve-là. Ensuite, tu rentres en business. Ouais. C'est là où tu commences à faire du marketing. Ouais. Comment tout commence? Quels sont tes premiers clients? Comment tu appréhendes l'acquisition? Tu commences par des pubs Facebook? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, bonne question. Dans le fond, avec mon parcours de gestion, on peut dire, de management, que j'ai acquis, parce que ça n'a pas toujours été facile. L'histoire un peu que j'ai... Le petit bout de l'histoire que j'ai pas dit encore, que je pense qui est important, c'est... Mon parcours de management a commencé sous 2 ans. Okay? La première année, j'étais juste responsable d'un camp nautique. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'étais pas prêt. J'étais vraiment pas prêt à ça. Niveau dans le sens, management, niveau... tout. Okay? Ça, à ce moment-là, j'avais 16 ans. C'était mon été entre 16 et 17 ans. Puis monté en 17-18, c'est là que je gérais toute l'organisation au complet. Entre 16 et 17 ans, j'étais rendu responsable d'un camp nautique. Mais tous les gens au camp nautique, c'est des gens que je travaillais avec depuis les 4 dernières années. Puis il y a eu un gros clash. Okay? Parce que c'était tous mes amis. Puis j'étais pas prêt à gérer du monde, encore moins gérer des amis. Okay. Puis cet été-là, j'ai perdu beaucoup de relations avec des très, très, très bons amis là, que je connaissais depuis plusieurs années. Par jalousie? Pas nécessairement par jalousie, mais juste par manque de tact. Tu comprends? C'est difficile de gérer les relations avec les personnes. Puis c'est encore plus difficile de gérer une relation travail avec des amis, surtout quand t'es jeune. Puis c'est à ce moment-là que j'ai terminé l'été, puis j'avais presque perdu mon meilleur ami. Puis je mets la faute sur moi, tu sais, c'est sûr que les deux côtés, là. Mais c'est là que je me suis rendu compte comme, je veux plus jamais que ça m'arrive. Et là, j'ai acheté le livre How to Win Friends and Influence People. Okay. Et c'est là que tout a commencé. Okay? Puis c'est là que mon parcours, c'est là que j'ai get obsessed, okay, avec gérer une organisation, gérer des gens, être capable de bâtir une équipe. Fait que c'est là que ça a commencé. Après ça, après le secondaire, je suis allé au cégep en gestion de commerce, ce que je ne recommande pas beaucoup. Okay. 3 ans. Tu sais c'est quoi le cégep un peu? Oui, bien ça. Fait, dans le fond, c'était une technique sur 3 ans. Je pense que la première année était quand même importante parce que c'est là que tu apprends la terminologie de business. C'est quoi la comptabilité, comment ça fonctionne, les termes vraiment. Après ça, t'as un professeur qui a jamais fait de marketing de sa vie qui t'apprend le marketing. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce genre? Moi, je fais du marketing à 100% tout le temps. Ouais. Je n'ai jamais étudié ça. J'ai fait des études d'ingénierie. On apprend quoi en école de commerce, en école de marketing? Est-ce qu'on apprend à faire genre des études d'avatar et le process classique, on va en parler de ton process après, ou t'apprends des choses complètement hors sol et théoriques? T'apprends un peu des études d'avatar, oui. J'avais un pro de marketing que lui était vraiment poussé sur comprendre ton persona avant de faire quelque chose. Ce qui est intéressant, right? Mais t'as pas besoin de 6 mois juste à parler de ça. Puis on parlait aussi de... Il y a beaucoup de sujets qui sont pas nécessairement intéressants. Fait que pour des gens, c'est intéressant. Pour certaines personnes, c'est intéressant. Et moi, j'ai vraiment eu de la valeur dans la première année. Okay. Après ça, j'ai trouvé que le prof parlait, puis je connaissais déjà tout ça parce que j'ai géré une organisation pendant plusieurs mois, plusieurs années, de Sandotique. Fait comme quand on parlait de management puis de comment faire le processus pour recruter des gens puis tout ça, c'est comme... J'ai engagé 40 personnes dans les 2 dernières années, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça que je trouvais un peu que c'était... Des fois, je trouvais que j'étais plus avancé que qu'est-ce qu'on apprenait. Fait que je l'ai terminé, par exemple. J'ai terminé le 3 ans. Pas nécessairement à cause de moi, beaucoup pour mes parents un peu. Puis après ces 3 ans-là, dès que c'est terminé, dans le fond, moi, j'avais l'opportunité de sortir de là puis d'avoir déjà une job à temps plein, right, pour la ville pour laquelle je travaillais. Puis tu sais, pour mon âge, là, je sortais de tout ça, du cégep, j'avais peut-être 18 ans ou 19, quelque chose comme ça. Puis j'avais l'opportunité d'avoir une job à temps plein
35 $ de l'heure, tu sais. Fait que pour quelqu'un de 19 ans, 35 $ de l'heure, mes standards ont beaucoup monté. Mais j'ai regardé les gens autour de moi, puis c'était quand même pas pire, right? Ingénieur, tu commences à 30, ouais. C'est ça. Fait que là, je sors de l'école, j'ai 19 ans, 35 $ de l'heure, puis j'ai fait non. Je veux être entrepreneur, je veux faire quelque chose de plus gros que ça. Puis je regardais le ceiling il y a un plafond au final là, quand tu travailles dans surtout au public. Puis j'ai comme non, je veux pas. Puis là, pour me partir, j'en avais aucune idée qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce que j'allais faire. La seule chose que je sais, c'est que j'ai acheté un cours de Iman Gadzhi, justement. OK. Charlie Morgan par la suite. C'était lequel de Iman Gadzhi? Le Educate. Le? Educate. OK. C'était pour monter son agence? Ouais, exact. OK. C'était quand même cool. Je l'avais regardé un peu. C'est quoi, 2022, ça? Oui, 2022 à peu près. Ouais, OK. Puis ensuite, j'ai acheté le cours de Charlie Morgan aussi. Ça, d'ailleurs, c'est une très bonne histoire. Ça me fait plaisir de la rencontrer. Puis, je me suis dit, je vais me lancer. Je sais pas exactement qu'est-ce que je veux faire, mais je sais que je veux que ça aille en lien avec le marketing. Le marketing, puis éventuellement, construire une organisation parce que j'adore travailler avec les gens. Puis, j'adore manager, dans le fond, une équipe. Parce que là, c'est probablement l'étape que je suis rendu en ce moment. Okay. Fait que, pour faire ça, c'était l'hiver. Okay? Puis, j'ai toujours eu de la misère avec l'hiver, moi, au Québec. C'est pas parce que j'aime pas l'hiver, mais juste parce que c'est un peu long. Oui. C'est un peu long. C'est 1 mois par année, 2 mois par année, OK, 6 mois. Fait que j'ai pris un billet en Équateur, 4 mois. Puis le plan initial, c'était de m'entourer de d'autres personnes qui ont des business ou qui veulent construire des business. Finalement, le plan a tombé à l'eau. Tu trouves ça en Équateur? C'est pas là où non, mais dans le fond, m'entourer avec des gens ici. Okay. Mais partir en Équateur, louer dans le fond une maison, puis juste s'entraider, right? Fait que mettons, on est 4-5 personnes, mais on s'entraide, puis on grandit ensemble. Ouais. Finalement, le plan est tombé en l'eau. Je suis juste parti avec un autre ami qui a une business parce qu'on n'a pas trouvé assez de personnes. On est parti 4 mois. J'ai ouvert mes cours, j'ai locked in, puis j'ai débuté une agence. Fait que c'est comme ça que j'ai débuté. OK. En marketing. Trop bien. Donc, tes premiers clients, c'était quoi? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu délivres au début? C'était une offre que j'avais bâtie de A à Z pour les courtiers immobiliers. Okay. Fait, dans le fond, j'aidais les courtiers immobiliers à générer plus de leads. Puis j'avais une offre, dans le fond, c'était la gestion de leads, la gestion des automatisations aussi dans le back-end, puis je fournissais le CRM. Alors ça, c'est une très bonne histoire aussi. Okay. Ouais. Tu tournais sur Go High Level, j'imagine? Exact. Donc t'implémentais du Go High Level pour les courtiers, tu faisais des ads, et c'est un gros marché à Montréal. Tous les courtiers, on en a dans le building ici, tous les courtiers font des ads, génèrent des leads. Mm-hmm. Tu avais quoi comme offre? Tu vendais le lead ou tu vendais un retainer? C'était quoi? C'était beaucoup à la commission. Fait qu'au début, je partais avec un frais d'installation. Puis ensuite, dépendamment du nombre de leads, j'allais chercher une commission de ça. Commission quand le deal est signé? Oui. Ça, c'est compliqué? C'est très compliqué. Parle-nous-en, parce que moi, j'ai eu cette expérience plusieurs fois. Ouais. J'ai eu cette expérience avec une agence immobilière qui vendait bien à Dubaï et qu'on cherchait des personnes en France. J'avais pas de problème, c'était pas ma source de revenus principale, donc j'avais pas de souci, mais t'as ce truc là même maintenant je peux toucher des commissions sur cet événement que j'ai organisé il y a peut-être 8 mois, parce que la vente va se faire, et en fait t'as 2 paramètres qui sont très importants là-dedans et qui sont très compliqués. C'est la confiance avec ton client. Enfin, si le gars signe un mec dans son pipeline qu'il a réussi à avoir avec ta campagne marketing, mais qu'il le signe dans 2 ans, est-ce qu'il va te payer la commission ou pas? Ça dépend de la confiance que tu as avec lui. Et c'est que là, toi, tu as besoin de ton cash now. Tu peux pas attendre 6 mois. Explique-moi un peu là-dessus. C'est un challenge. Puis aujourd'hui, plusieurs années après, je pense que le modèle d'aller chercher des commissions est toujours c'est quand même un bon modèle, juste pas avec les courtiers immobiliers. Fait qu'aujourd'hui, je travaille plus avec les courtiers immobiliers, mais la raison, c'est pas nécessairement à cause du modèle. C'est sûr que oui, on est allé chercher des commissions, puis des fois, comme tu dis, ça peut prendre 6 mois avant d'aller chercher la commission, right? Il y a la lead, c'est cool, mais... il la travaille, puis il y a 6 mois. Fait que le niveau confiance de ce modèle-là, ça me dérange pas trop. Parce que je suis quelqu'un vraiment basé sur la confiance. J'aime que mes business deals soient sur la confiance aussi. Fait que si j'ai un mauvais feeling, on arrête de travailler ensemble. C'est aussi simple que ça. Okay. Fait que ça me dérange moins. C'est sûr que le niveau cash flow, c'était difficile aussi. Mais moi, mon mindset, c'était vraiment comme... J'ai accumulé, dans le fond, mon argent. Fait comme je peux vivre pour les prochains mois. Fait que si je suis capable de get the ball rolling puis aller chercher plusieurs deals... Mais si tous les deals, mettons, le average deal avant que je me fasse payer, c'est 4 mois, mais ça veut dire que dans 4 mois, ça va commencer à rouler et à rouler et à rouler et à rouler. Maintenant, là, j'ai eu plusieurs problèmes avec les courtiers immobiliers. Là. Problème numéro 1, les stratégies qu'on utilisait n'étaient pas assez bonnes parce qu'évidemment, je faisais juste commencer. Right? Fait que ça, c'est problème numéro 1. Problème numéro 2, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne niche pour moi
Parce que nous, qu'est-ce qu'on faisait? C'était des stratégies de génération de leads comme juste normal, right? Classique avec. Puis la majorité voulait pas être en vidéo. Compliqué. Exact. Fait que c'était du créatif statique, ce qui fonctionnait, right? On générait des leads, mais après ça, créatif statique, là, il y a une grosse job de closing, là, il t'a jamais vu encore, il sait même pas t'es qui. Fait que le problème que je me suis rendu compte, c'est que il y a tellement de courtiers immobiliers au Québec, je sais même pas on est combien, je pense qu'on est 40 000. Là. Il y a tellement de courtiers immobiliers. Puis ça, je savais pas ça. Moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, mais les courtiers immobiliers font de l'argent, ils ont des grosses commissions, ils ont de l'argent pour payer de la publicité puis une agence. La vérité, c'est que c'est pas ça. La vérité, c'est que 20% des courtiers font 80% des commissions. Puis si tu targetes les 80% qui font pas beaucoup d'argent, ben ils sont vraiment cheap, donc ils veulent pas te payer cher pour du marketing. Puis si tu targetes le 20%, ben ils ont pas besoin de leads parce qu'ils ont tellement de word of mouth. Ouais. Right? Fait que cette niche-là était très difficile. Puis aussi, je me suis rendu compte que c'était une niche de personal branding avant tout. Oui. Parce que tu targetes, dans le fond, tu promouvois ta personne en tant que courtier immobilier. C'est quoi qui va différencier un courtier d'un autre? La personne uniquement. La personne uniquement, parce que je leur demandais qu'est-ce qui différencie des autres courtiers. Ben, je suis à l'écoute. Je vais vendre ta maison au meilleur prix. OK, mais c'est pas j'ai parlé à 10 courtiers cette semaine, ils m'ont tous dit la même chose. Techniquement, il se passe pas grand-chose. Enfin, on va sûrement se mettre des gens à dos en disant ça là, mais c'est un peu ce que je pense aussi, c'est que techniquement, les courtiers, quand tu creuses un peu dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Bon, t'as les courtiers hypothécaires et les courtiers immobiliers qui sont deux choses différentes. Mais ouais, c'est ça, c'est ta personne. C'est comment t'inspires la confiance. Est-ce que quand je vends ma maison à 1 million qui m'a été donné par mes grands-parents sur le plateau à Montréal, pardon, bah, c'est qui que je fais confiance parce que c'est l'économie de toute ma vie et des 2 générations d'avant. Et en fait, techniquement, ce qui se passe, bah, au pire, le gars va prendre une grosse commission, il va payer techniquement le mec qui est le plus fort pour aller faire la bonne transaction. Et en fait, c'est pas vraiment lui. Enfin, c'est comme tu dis, c'est que la confiance. Et la confiance passe par le contenu organique que la personne est exposée. Exact. Et peu des ads, en fait. Non, c'est ça, mais le mot que tu as utilisé, c'est confiance. C'est vraiment ça. Puis confiance, c'est pas une métrique de avoir des meilleures publicités. C'est vraiment une métrique de comme à quel point est-ce qu'il y a une relation de confiance, puis cette relation de confiance-là se bâtit avec le contenu. Ouais, fait que là, faire des créatifs statiques, t'établies pas une confiance avec des créatifs statiques. Fait que c'est vraiment difficile. Vraiment difficile. Puis c'est là que j'ai pivoté à. Ben, courtier hypothécaire, tu as mentionné courtier hypothécaire, ça c'est différent, par exemple. Oui. Parce que les courtiers hypothécaires, c'est une offre que les gens, des fois, ne sont pas au courant ou ils ne le sont pas bien fait d'expliquer. Oui. Parce que les courtiers hypothécaires, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est que la majorité des gens qui veulent acheter une hypothèque, ils s'en vont à leur banque. Par exemple, moi, j'étais avec Desjardins. Ils vont voir Desjardins, je veux une hypothèque. Desjardins fait l'hypothèque. Le courtier hypothécaire, eux, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va venir comparer les offres. Puis la majorité des gens ne se sont pas fait expliquer le rôle de courtier hypothécaire. Oui. Fait que quand j'ai travaillé avec un courtier hypothécaire sous une base de commission, ça a beaucoup mieux fonctionné parce qu'ils ont une offre différente. Tandis que les courtiers immobiliers, ils n'ont pas d'offre différente. Ils n'ont rien qui les différencie. Ouais. Ce qui les différencie, c'est leur personne. Puis pour faire différencier leur personne, il faut rouler beaucoup de créatifs organiques ou énormément de créatifs ads qui partent de cette confiance-là avec le contenu organique, right? Ce que j'avais pas. Okay. Fait que quand j'ai transitionné courtier hypothécaire, ça a mieux fonctionné. Puis quand j'ai transitionné aux petites entreprises, qu'on pourra en parler, Espace Navi, ça a encore mieux fonctionné parce que c'est une business différente. Est-ce que tu te différencies de par le service sur un marché qui est pas du tout éduqué Okay. De par le service, mais aussi de par la façon que tu frames le service. Tu sais, les courtiers hypothécaires sont pas... Je veux dire, il y a plein de courtiers hypothécaires, mais tu frames leur offre un peu différent. Parce qu'avec les courtiers immobiliers, comme tout le monde a déjà tout vu. Tu peux pas frame un courtier immobilier différemment. Fait que c'est ça qui était difficile. OK. Mais c'est marrant ce que tu dis. Moi, ça fait partie de mes red flags. Hein. Maintenant, je travaille plus du tout avec courtier immobilier et tout. Sauf si c'est vraiment quelqu'un de mon entourage et je vais lui faire du consulting ou quelque chose en place. Mais le dernier exemple, en France, tu as beaucoup de demandes sur des gens qui vendent des gros projets au Maroc. Okay. Ou au Maghreb en général. Et en fait, ils cherchent de l'acquisition de leads pour vendre des apparts. Alors quand tu le regardes, tu sais, tout est beau, tout est correct. Oui, on a un énorme complexe qu'on va vendre, on a tant d'apparts à faire, tu fais tant de commissions, blablabla. Et en fait, c'est des mecs qui sont affiliés à des promoteurs au Maroc, qui font des ensembles de, je sais pas, 100, 150 appartements. C'est vachement bien, hein, c'est rentable et tout. Hein. Mais en fait, c'est juste des intermédiaires. Et ils cherchent tous le système d'acquisition et tu vas avoir ta prime et tu vas avoir ton truc. Moi, je leur dis, les gars, ok, c'est cool, je te connais pas, j'ai aucune confiance en toi, je vais pas avancer les fonds pour toi parce qu'en plus, l'adspend est sur toi en général, tu vois. Et du coup, ce que je leur dis, moi, j'ai un système, si vous voulez, je vous l'implémente. Et puis voilà. Ça, c'est ça qui est arrivé avec le deal que tu as travaillé. Non, ça, c'est un ami d'ingénieur, d'école d'ingénieur, ça s'est super bien passé. Et j'espère retravailler avec lui ensemble. C'était mon premier événement physique d'ailleurs. On avait rempli 2 fois 2 jours un super hôtel au bord du lac de Genève. Il y avait 40 personnes par jour. Okay. Et c'était pitch le matin et après rendez-vous personnel pour aller closer des deals sur des appartements sur du long terme à Dubaï avec un panier moyen à 500 000.
Wow, ok. Donc c'était non, ça c'était super intéressant. Pour le coup là, c'était non, là c'est je ne rentre pas du tout dans cet exemple-là. Mais ouais, c'est ok. Je serais curieux de savoir comme c'est quoi ta vision à toi de la commission, parce que toi, ce deal-là, je pense que c'était sous commission aussi. Oui. Bah, alors, sur un deal comme ça, ce qui fait du sens, ça dépend comment tu t'impliques. S'il y a vraiment rien du marketing, le marketing est la colonne vertébrale de l'événement. Donc, tu peux justifier une commission qui peut aller entre 20 et 30% sur la commission de l'agent immobilier. Et plus bas, s'il y a plus de volume. Il y a aussi le fait de, est-ce que c'est le premier événement? Est-ce que moi, quand je me mets dessus, je suis à risque ou pas? Si c'est le premier événement, bah, je vais soit prendre un gros upfront fees, soit un gros pourcentage, on s'entend en fonction de comment la personne veut évoluer. Mais en tout cas, sur un premier événement, tu connais comme moi, tu sais pas le show-up, tu sais pas si les gens vont venir, tu sais pas si l'offre est pertinente, tu sais pas si le gars sur la scène, il sait pitcher. Parce que tu peux tout faire. Tu peux faire toutes les cartes du château de cartes. Les 2 dernières cartes, c'est ton pitch et l'énergie que tu as en live. Ouais. Si le gars se réveille mal et qu'il bégaye et qu'il a une mauvaise énergie, tout ce que tu as fait avant, ça s'écroule. Et toi, c'est ton temps et ton travail qui vaut cher. Et donc ça, c'est soit justifié par une grosse com sur les deals closés, soit sur un gros upfront fees. Et sur le marché dubaïote immobilier, quand tu travailles avec des gros promoteurs comme Ellington ou d'autres, entre 3 et 5% sur la commission. Donc, tu signes un deal à 100 000, bah, tu prends 5% de ça. Et de ces 5%-là, le marketing peut se rémunérer entre 15 et 40% en fonction du deal. Intéressant. C'est ça. Et ok, donc sur la partie, parle-nous un peu plus de la partie packaging d'offres, parce que je sais que quand je t'ai connu, tu avais cette offre-là dont tu as parlé là, sur les petits business. Après, tu as sorti une offre plus organiser des événements pour les business. Ouais. Je me rappelle de ta landing page, je l'avais regardé, on s'en était parlé avec ta VSL. Je me rappelle de ton mécanisme, pas ton mécanisme unique, mais ta métaphore sur lors d'un événement, il se passe des choses comme il se passe autour d'un feu de camp. Ouais. Je me rappelle de ça, je l'avais regardé quand je l'avais analysé, j'avais trouvé ça cool. Et en faisant ça, tu avais fait quelques webinaires où tu avais fait 1 ou 2 webinaires, je sais plus. Ah oui, ouais. Et c'est là où tu avais, enfin, c'était pas dans ce webinaire-là, mais tu avais pu rencontrer Tommy Colombo avec qui tu as fait, on va dire, je pense, le plus gros événement de ta carrière pour l'instant, au niveau marketing. Ouais. On va discuter jusqu'après. Parle-nous de comment tu switches, comment tu proposes un offre, comment tu packages ton offre, comment tu vas chercher un marché et comment tu trouves ton market fit à un moment donné où tu as en fait le fit parfait. Parce que nous, ce que je trouve vraiment très compliqué dans notre domaine, c'est que tu peux packager une offre, tu la mets sur le marché, mais il te suffit d'un client et en fait, le reste, tu t'en fous. Après, tu n'as plus de place de toute façon. Tu ne fais pas du volume. Ouais. Mais en fait, packager une offre pour aller chercher du volume, ça peut être intéressant, mais pour aller chercher, si tu veux chercher juste un client, c'est un travail qui est très ingrat. Les gens s'en rendent pas compte parce que tu dois faire ton copywriting, penser ton offre, packager ton offre, préparer tes calls de closing, alors qu'en fait, tu vas t'asseoir, tu fais un dîner, tu t'assois avec la personne, tu lui parles et le deal il est closé, t'as pas besoin de faire tout ça, tu vois. Ouais. Comment tu vois les choses par rapport à ça? Ouais. OK, beaucoup d'éléments dans ça. Donc, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que, comme je t'ai dit, j'étais avec les courtiers immobiliers. J'ai pivoté aux petites entreprises, les courtiers hypothécaires, puis ensuite aider les petites entreprises par-là. Puis c'est là que je me suis rendu compte, parce qu'il y a eu un moment où là, ça faisait 1 an là, que je travaillais avec les courtiers immobiliers, puis ça fonctionnait pas beaucoup. J'ai eu des petites commissions par-ci par-là, mais pas worth le 1 an que j'ai mis d'efforts. Puis bien sûr, c'est le challenge de commencer, right? Ouais. Puis c'est là que je me suis rendu compte en fait, je me posais des questions. Est-ce que je suis vraiment bon dans qu'est-ce que je fais? Puis là, je travaillais avec les courtiers immobiliers, et là, on recevait des leads, puis là, ça va actually commencer à fleurir. Et là, j'ai aidé une business à Montréal qui s'appelait Espace Vie, puis là, ça l'a explosé aussi. Fait que là, je me suis rendu compte OK, je suis peut-être bon en marketing finalement, OK? Fait que là, j'ai recommencé à gagner confiance un peu en moi. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans le fond, c'est que dans un mastermind, j'ai rencontré Ruji, que tu connais aussi. Puis Ruji, on a commencé à parler de marketing, puis il a vu que je m'y connaissais beaucoup, puis que j'avais travaillé des courtiers immobiliers, tout ça. Puis on a commencé à chaque mercredi, on allait back and forth, puis on parlait de marketing, puis il était vraiment intéressé. Puis là, je lui disais, je travaille plus avec les courtiers immobiliers pour telle raison, même si j'avais une très bonne relation avec Ted. Éventuellement, il était comme, Zach, je veux qu'on fasse quelque chose ensemble. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'étais comme, je travaille pas avec les courtiers immobiliers. Puis dans un de ces masterminds-là, on parlait d'événements en personne. Right? C'est là où on était ensemble. Exact. Oui, okay. Ouais, c'est là où on était ensemble, on parlait d'événements en personne. Puis Ted, il est venu me voir une journée, puis il a fait, Zach, je veux que tu organises un événement en personne pour moi. Puis là, j'ai fait, Ted, je suis désolé, mais je ne travaille pas avec les courtiers immobiliers. C'est dur, hein, ça. C'est dur de faire ça. Ouais. C'est dur de faire ça. Et là, il m'a regardé et il a fait, non. Je vois à quel point tu te connais en marketing. Je vois tout ça. Je veux que tu organises un événement en personne et je veux que tu fasses ça. Je fais, OK.
c'est quoi notre deadline? Quand est-ce que tu veux faire l'événement? Mais regarde, il dit dans 2 semaines. Je fais, oh, OK, c'est parce que là, j'ai un background en événement et j'ai un background en marketing. Fait que juste l'événementiel, je regardais comme, voici, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a tellement de choses à faire. Ouais. Et là, je regardais le background marketing, il faut faire le copywriting, il faut faire la landing page, il faut faire les vidéos, il faut faire les ads, il faut faire tout ça. Et là, je suis comme en 2 semaines, on y va. Fait qu'on a fait ça. On a appelé l'événement Plex et Profit. Ouais. Il m'en a parlé d'ailleurs il y a 2 semaines. J'ai beaucoup échangé avec lui. Exact. Fait qu'on a organisé l'événement Plex et Profit. Puis en moins de 2 semaines, on a mis un mini budget en publicité. Là. Je pense que c'était 500 $. OK? Ce qui est rien. Là. Puis en l'espace de 2 semaines, on a eu 100 leads, quelque chose comme ça. Puis dans le fond, Plex et Profit, c'est un événement où est-ce qu'on montrait aux gens comment acheter leur premier Plex à Montréal. Ouais. Puis en l'espace de 2 semaines, on a eu 50 personnes en live, juste avec un ad spend de 500 $, qui sont venus l'écouter. Ils ont écouté lui puis un courtier hypothécaire. OK. Très bonne stat. Ouais, exact. Ouais. Des très bonnes stats. 50% de show-up rate, puis juste avec 500 $, c'est pas beaucoup. Là. Ouais. Dans le fond, à chaque 10 $ qu'il investissait, il y avait quelqu'un qui lui serrait la main, puis il disait « Salut Ted, je veux apprendre comment acheter un Plex à Montréal. » Là, plusieurs mois après, là, on fast-forward là, à aujourd'hui, est-ce que l'événement en valait la peine pour Ted? Moi, je pense encore que oui, parce qu'il a juste investi 500 $, mais il faut qu'il le fasse plus de façon récurrente. Right? S'il le fait de façon récurrente, éventuellement, il va se bâtir une audience, puis c'est là que ça va valoir la peine, parce que là, tu peux pas avoir assez de word of mouth avec un seul événement. Puis peut-être qu'il va closer un deal dans 2 ans avec quelqu'un qui est avec cet événement-là. Oui. Mais ce 500 $-là, pour Ted, il vaut la peine. Puis c'est là que j'ai cliqué, j'ai fait « Wow, j'ai des skills en événementiel, j'ai des skills en marketing, pourquoi je ne fais pas juste combiner ça? » Fait que j'ai travaillé sur une offre, puis j'ai appelé ça « Domination locale ». Okay? Oui. Je montrais à des entreprises locales comment dominer leur marché localement. Right? Puis c'est là que j'ai fait un webinaire, j'ai fait une offre, j'ai mis de la publicité en ligne. Puis c'est là que j'ai rencontré justement Tommy Colombo. Okay? Puis ma vision des événements est la suivante. Okay? J'avais quelque chose que je voulais vraiment dire puis que je suis tout le temps là. C'est juste que là, vu que c'est un podcast, ça me... Ça m'échappe. On va y arriver. C'est ça. Est-ce que tu as déjà entendu la quote « For every action, there's an equal and opposite reaction. » Pour chaque action, il y a une réaction... c'est de la physique, opposée, exact. C'est la 3e loi de Newton. Ouais. Puis là, ce que j'ai regardé en ce moment, la trend que je voyais, c'était intelligence artificielle et marketing en ligne comme publicité, Facebook Ads et tout. Puis avec TED, ça m'a permis de réaliser que c'est possible de prendre des publicités en ligne, okay, puis de convertir les gens en personne. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai transféré un peu cette quote-là à pour chaque trend, il y a une réaction opposée. For every trend, there's an equal and opposite opportunity. Puis en ce moment, la trend, c'est intelligence artificielle, vend en ligne, fait des vidéos et tout ça. Mais l'opportunité que les gens ne voient pas, c'est le en personne. Surtout avec l'intelligence artificielle, là, créer des connexions en personne va devenir de plus en plus rare dans les prochaines années. Oui. Puis ça, on pourrait s'en parler. Fait que ça, c'était toute la prémisse de l'événement, le webinaire Domination locale que j'ai organisé. Puis c'est là que j'ai rencontré Tommy Colombo. Puis Tommy Colombo, on était partis, là, on va organiser un petit événement dans son bureau, 50 personnes. Puis rapidement, je me suis rendu compte qu'il y a une opportunité de marché. L'opportunité de marché, c'est qu'il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de conférences à Montréal. Mais il n'y avait pas de conférences pour les finances et pour les entrepreneurs à Montréal. Comment tu fais ça? Ça, c'est très intéressant. Tu te retrouves sur un océan bleu, sur ce marché-là. Comment tu l'analyses? Et comment tu captes ça? Tu revois voir Tommy Colombo, tu fais non, là, faut qu'on mette... faut qu'on aligne là. Là, il faut qu'on y aille maintenant. Ouais, ben en fait, c'est vraiment avec des rencontres. C'est de l'idéation. Fait qu'on a des sessions de brainstorm, puis au fil et à mesure qu'on avançait, OK, ça, c'est tes skills. Ça, c'est mes skills en marketing. Toi, tu es des experts, tu connais des fiscalistes, tu connais des comptables. Puis est-ce qu'on serait capable d'aller chercher des gros noms comme Luc Poiré, comme Olivier Primo? Puis là, on pense à tout ça. Là, c'est comme... On venait d'assister aussi à l'événement Closer, qui a eu lieu, qui était un événement de vente. Puis là qu'on s'est rendu compte comme il y a une opportunité, elle est là. Il y a plein de conférences, il y a plein d'événements, mais pour la finance et les entrepreneurs, il n'y en a pas. Fait que c'est là qu'on a fait, on y va all-in. Puis au final, on a organisé pas mal le premier, mais aussi le plus gros événement de finance pour entrepreneurs qui s'appelait Finance Entrepreneuriat 360 au Québec. OK, trop bien. Parle-nous-en un peu de ce projet-là. Moi, j'ai assisté, c'était super intéressant. Il y avait des gros intervenants, notamment, comme tu l'as cité, Luc Poirier, qui est un des magnats de l'immobilier montréalais. Olivier Primo, qui est un très bon entrepreneur également, très connu sur les réseaux. Un peu controversé, mais... un peu. Mais c'est un sacré personnage. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je le connaissais pas.
Les deux, moi, je les connaissais pas. J'ai vraiment une culture... Ah ouais. Je commence à avoir de la culture entrepreneuriale à Montréal, mais tu vois, c'est pas un truc qui... Enfin, j'avais déjà entendu les noms, mais je connaissais pas le parcours de Luc Poirier, par exemple. Ouais. Olivier Primo, un peu plus, parce qu'il est un peu plus médiatisé, mais ouais, belle découverte. Ouais. Vraiment belle découverte. Quand je suis parti, j'étais très content d'avoir connu ça. Comment tu signes ces deux personnes-là? Quel est l'événement? Dis-nous à peu près, parle-nous timeline, organisation, on va rentrer un peu plus technique, stack d'outils, Metrics, comment ça a coûté en ads, les coûts par lead, enfin les coûts par achat, pardon. La rentabilité globale, c'est quoi la suite, comment vous faites votre argent, back-end, front-end, OK. un peu plus technique. Beaucoup de choses. OK. Il y a le point de vue idéation. Fait que le point de vue idéation, avant d'arriver à cet événement-là, ça a pris énormément de temps. C'est comme l'idée a mijoté là, pendant 2 mois. Là. OK? Dès qu'on s'est mis à l'organisation, dans le fond, je pense qu'overall, on a travaillé 5 mois ensemble, Tommy. OK? Mais l'événement en tant que tel s'est organisé en 2 mois. Okay. 1 mois et demi, 2 mois. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est d'un point de vue idéation, ça a pris 2 mois, là, back and forth. Est-ce qu'on fait ci? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on y va plus petit? Est-ce qu'on y va gros? Est-ce qu'on y va grand? Puis quand on a eu vraiment un peu l'idée de combiner ça ensemble, c'était un travail d'équipe, là, combiner l'événement. Dans le fond, l'offre de l'événement un peu, là, c'était, on allait montrer aux gens, parce que Tommy, c'est un conseiller financier. Oui. Right? Puis il travaille avec des partenaires, avocats fiscalistes, comptables, spécialistes en achèvement d'entreprise. Puis l'idée était vraiment ça, on veut les mettre de l'avant. Right? D'un point de vue selfish, mais d'un point de vue offre, on montrait aux gens comment payer le moins de taxes possible, le moins d'impôts possible au Québec, puis comment grandir sa richesse ici au Québec. Donc, il y a beaucoup de conférences, puis d'un point de vue aussi positionnement, beaucoup de conférences qui amènent des Daniel G, des Ty Lopez, du monde comme ça, puis c'est du monde d'ailleurs. Puis nous, tu as peut-être remarqué, on s'est beaucoup positionné avec 2 choses. 1, l'argent, c'est tabou au Québec. Okay? Puis les entrepreneurs, ça vient les trigger. L'argent, c'est tabou. Non, c'est pas tabou, blablabla. Puis c'est un point qu'on allait chercher les entrepreneurs. Puis l'autre point, c'est on ramène pas des gens des États-Unis. On ramène des gens ici au Québec. Et on parle français. Exactement. L'événement n'était pas en anglais. Fait que c'est là qu'on s'est beaucoup positionné. Puis dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'idéation, on est fait good. On va aller chercher des gros noms. Okay? Parce que là, c'est une première édition. Fait que si on voulait quand même charger cher, les billets étaient 300, 600 et 900, puis on montait rapidement à 750 et même jusqu'à 1400 qu'on a vendu des billets premium. Vous auriez pu aller plus haut. Oui, mais on s'en parlera après. Dans le fond, on avait cette vision-là. Puis moi, ma vision, c'était cool. Je ne crois pas que pour une première édition, on peut rassembler 500 entrepreneurs dans une salle juste en mettant en avant votre équipe que personne connaît. Non. OK? Ça prend des noms. Fait qu'on est allé chercher des noms. Là, on a brainstorm quel nom qu'on va aller chercher. Ghislain Larochelle, Olivier Saint-Pierre, qui c'est tous des gens avec des personal brands. Ghislain Larochelle dans l'immobilier, Olivier Saint-Pierre en crypto. Au début, on était censé avoir l'agence Let Me Talk Charles Ackman, mais finalement, c'est le partner Olivier et puis Fred qui sont venus parler. Puis Olivier Primo et Luc Poirier. On s'entend que dans ça, les 2 plus gros, c'est Olivier Primo et Luc Poirier. Tu vas chercher un de ces 2-là, c'est un effet domino. Oui. Fait que là, le projet part. Fait que tu t'en sers pour aller faire de l'acquisition d'autres. Exact. Là, il y a la conférence, il y a Luc Poirier qui parle. Donc, potentiellement, tu vas pouvoir s'asseoir à sa table, tu vas pouvoir lui parler et t'affiches ton nom avec lui. Exact. Donc là, le projet part. Puis là, on se dit, good. Premier nom qu'on va chercher, Luc Poirier. Pas mal un des plus grands entrepreneurs du Québec. Puis là, comment est-ce qu'on va aller chercher ce nom-là? Fait que là, au début, on commence avec... On passe vraiment autour là, de la façon qu'on a faite au final. Mais on y va avec, moi, je connais quelqu'un qui connaît Luc Poirier. Right? Fait que là, on envoie des courriels, on fait des appels, on essaie de juste aller chercher Luc Poirier, get him on the phone, puis pitch ce projet-là. Puis la date initiale, c'était le 30 août. On s'est dit, on va faire l'événement le 30 août. Okay. Puis qu'est-ce qui s'est passé, c'est que ça a pris énormément de temps avant qu'on réussisse à aller chercher Luc Poirier. Pour finalement qu'on se rende compte que Luc Poirier travaille avec une agence, qu'on avait juste à contacter cette agence-là et lui pitcher le projet. C'est quoi l'agence? C'est ton agence de communication? Oui, c'est une agence juste qui gère, dans le fond, les conférences de Luc Poirier. C'est récent là, qui travaille avec eux. Puis quand on a contacté eux, ben, tout s'est fait vraiment facilement. Ils nous ont mis en contact, on a pitché le projet, ça s'est fait. Fait que là, on cadre la date pour le 30 août. Ça se fait au Palais des Congrès à Montréal, ce qui n'était pas du tout au Palais des Congrès finalement. Non. Puis il y a plein de choses. Mais là, dans le fond, on cadre notre plus gros conférencier 3 semaines avant le 30 août. 1 mois, on va dire, 4 semaines avant le 30 août. Mais on n'a rien d'autre de fait. Là. Rien. Pas de VSL, pas de funnel, pas de ads, rien. Et là, je regarde ça et j'ai fait, impossible. Mission impossible. Surtout qu'on n'avait pas une équipe de 40 personnes. Là, right? On était moi, un designer graphique, quelqu'un qui s'occupe des vidéos. C'est pas mal ça. Là. OK. Right? Est-ce qu'il faut plus? De quoi? Est-ce qu'il faut plus? Oui. Pour quel corps?
J'ai pas dormi. Il faut plus, voilà, c'est ce que j'allais dire, il faut plus pour que tu dormes. Mais, exact. Mais factuellement, il te faut c'est ça que tu as un besoin. gars marketing qui se découvre en copie, un designer, un vidéo. Exact. Qu'est-ce qu'il faut de plus fondamentalement? Ah oui, sinon, il faut plus de volume. C'est ça, fondamentalement, exact. C'est juste le nombre de personnes, le manpower, on n'était pas là. Et tu sais, nous, on avait l'idée, on veut faire un workbook, on veut donner plus de valeur possible. Et là, j'ai regardé tout ça, j'ai fait non, c'est impossible. Fait que j'ai appelé tout le monde, décision très difficile, qui a pas bien passé au début, et j'ai fait, on reporte l'événement. On n'a pas le choix. Et là, c'était une grosse décision avec Tommy. C'était pas facile, right? Parce que c'était pas tout le monde qui était en accord. Puis finalement, on a bien fait. On reporte l'événement. Quand on a reporté l'événement, c'était au 4 octobre. Mais là, le problème avec ça, c'est trouver la date du 4 octobre. Il faut trouver une autre date que Luc Poirier est disponible. Il faut trouver une autre date que le Palais des Congrès était disponible. Il faut trouver plein d'affaires. Et je sais pas ce qui se passait en octobre, mais il y avait tellement d'événements. Le Palais des Congrès n'était pas disponible, zéro. J'ai appelé 15 hôtels, OK? Puis soit les prix étaient complètement out of this world, ou ils étaient juste pas disponibles. Fait que là, bref, on arrive avec la date du 4 octobre. Et là, ça prend plusieurs temps. Et là, on arrive peut-être 2 mois, peut-être 8 semaines, 6 semaines avant l'événement. Et là, on canne. Date de l'événement, 4 octobre, à l'hôtel Doubletree. Luc Poirier va être présent. OK? Là, ça part. Faut faire des VSL, faut faire des pubs, faut faire la landing page, c'est sûr qu'il y avait des choses qui étaient un peu avancées, right? Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. On avait créé un VSL au complet pour le 30 août. Là, il faut le changer pour le 4 octobre. Ça a l'air d'être un petit détail, là, mais des voix, on a essayé l'intelligence artificielle, des voix IA en français qui disent bien 4 octobre, ça se faisait mal. Fait que là, on a retourné, il a enregistré sur son téléphone, on a des problèmes de son. Bref, on a fait plein de choses. Et là, après ça, c'était d'aller signer les experts. Fait que c'était aller chercher Olivier Primo, qui s'est fait quand même un peu dernière minute. Right, Olivier Primo. Puis là, ta question, c'est comment est-ce qu'on va chercher des gens comme ça au Québec? Right? Mais dans le fond, Luc Poirier et Olivier Primo, c'est pas des gens qui sont inatteignables. Luc Poirier, on est allé chercher avec une agence. Olivier Primo, c'est contact d'un contact. Right? Mais comment on va les chercher, c'est numéro 1, est-ce qu'ils sont disponibles cette date-là? Puis numéro 2, est-ce qu'ils croient en la vision? Puis quand on a expliqué vraiment la vision de l'argent, c'est tabou, le premier événement de finance entrepreneuriat au Québec, on va réunir 500 personnes, les deux ont embarqué. Après ça, c'était effet boule de neige. Fait que tous les autres experts sont embarqués. Justin Larochelle, Olivier Saint-Pierre, l'équipe de Let Me Talk, Fabrice Maillardet. Tous ces gens-là ont avancé. Comme effet boule de neige. Puis là, après ça, niveau stratégie. Bon, niveau stratégie, tu voulais qu'on embarque un peu dans ça, là, comment est-ce qu'on a promu ça? Parlons Matrix, événement à 500, combien ça coûte? Qu'est-ce que ça rapporte? En gros, ce que j'aimerais... Pour l'idée un peu, comment tu vas le dire, parce qu'on pourra en parler pendant des heures. Ouais. Là, il y a un gars qui regarde ce podcast, il a un business qui fait, qui crache entre 1 et 5 millions à l'année. Ouais. Il veut faire un événement comme ça. Est-ce que pitch-lui l'idée sur qu'est-ce que ça rapporte, comment on fait notre argent là-dedans, et qu'est-ce que c'est de manière tangible et subjective avec l'image, la brand, etc. OK, donc quelqu'un qui regarde ce podcast-là, qui veut organiser un événement, la première chose que je lui dis, c'est « be ready ». OK, parce que si tu veux organiser un petit événement dans ton bureau, c'est pas la fin. Tu peux t'arranger, tu peux faire des petites ads, tu peux faire des petits trucs, mais convaincre 500 personnes de payer un billet minimum de 300 $ pour une première édition en personne à Montréal, c'est quelque chose de très difficile. Puis, on n'a pas dormi. J'ai pas dormi. Okay? Fait dans le fond, cette campagne-là s'est déroulée sur 1 mois. Ça a pris plusieurs temps à aller chercher des ads parce que tu sais, il y a aussi une stratégie organique. Il y a une stratégie organique et payante. Okay? Fait qu'il y a tellement de vidéos à faire. Puis il y avait juste une personne qui faisait les scripts et l'idéation et c'était moi. Fait que tout part de là. Okay? Fait que stratégie organique, on en reparlera, on met ça de côté. Niveau back-end, okay? Qu'est-ce que ça prend pour organiser un événement comme ça? Notre stratégie était la suivante. Self-checkout sur une page en ligne et c'était un one-step checkout. Okay? Fait que ça veut dire que les gens, ils n'arrivent pas sur un funnel où est-ce qu'ils doivent opt-in pour aller accéder au prix et tout le kit, c'était direct. Fait que la prémisse que moi j'avais, c'était, en marketing, tu as toujours la question, opt-in ou pas opt-in? Ouais. Est-ce qu'on monte les prix ou est-ce qu'on monte pas les prix? Right? Puis tu as deux visions de le voir. Tu as la vision de, ben, je peux faire une opt-in page pour donner dans le fond plus d'informations. Fait que je vais aller chercher plus de leads. Right? Ou tu as la vision, ben, c'est des gens qui sont très fortunés. On vise une clientèle qui est très aisée. Puis cette clientèle-là veut pas se faire cacher des informations. Elle veut que le processus soit le plus simple possible. Donc, tu le fais tout en une étape. Puis là, tu as les deux côtés. Là. Moi, tu avais des gens qui me disaient non, tu peux pas faire ça. Et justement, l'équipe de Elevate aussi, Arvind, il nous appelle puis il fait comme il faut que tu aies une page de opt-in. OK? C'est là où tu dois être
très fort mentalement et savoir ce que tu fais. Parce que exact, c'est ça. C'est vrai. Hein, c'est ça, parce que c'est un très gros débat, hein, ça. Et j'ai l'exemple d'un de mes amis que je vais inviter sur le podcast, qui est un gestionnaire de fortune avec des portefeuilles au-dessus de 15 millions. Ouais. Il s'est inscrit sur Elevate parce qu'il voulait aller voir. Il m'a dit c'est l'enfer, quoi. Ouais. Alors, j'ai l'impression d'arriver sur une page de virus. J'ai pas l'information. Moi, j'ai du cash, je veux acheter maintenant. Ouais. J'ai pas envie d'appeler quelqu'un. J'ai pas le temps, tu vois. Donc tu peux contredire ce que t'as dit le gars d'Elevate avec c'est ça. Voilà. Puis c'était très très difficile parce que là t'as un gars d'Elevate qui fait le marketing, qui dit faut que t'aies une page opt-in. Puis là je suis comme non, j'ai pas l'impression qu'il faut. Fait que finalement, voici ce qui s'est arrivé. On a fait une page au complet. On donnait toute l'information. VSL, c'est quoi l'événement. C'était vraiment une belle page de funnel. Très clair. Ouais. C'était très clair. Puis, on l'a repris en exemple d'ailleurs avec Anis hier. Ok, cool. Tous les prix étaient là. Ouais. Les gens peuvent acheter directement sur la page. Il n'y a rien qui se cache. Parce que j'ai la vision, OK, que si tu veux vendre à des gens fortunés, il faut que le processus soit le plus simple possible. Et ils n'aiment pas ça se faire cacher des choses. Donc, il faut que tu donnes le plus d'informations possible. C'est possible de faire un opt-in, oui, mais il faut que tu l'utilises, ce opt-in-là. Il faut que tu aies dans le back-end une équipe de salesmen comme Elevate, justement. Elevate, là, il était très... tu avais pas. Exact, il était très, très, très agressif sur rappeler les gens et closer, ce que nous, on n'avait pas. Fait que c'est pour ça que j'ai fait non. On y va tout d'une manière, pas d'opt-in. Les gens, ils peuvent acheter directement. Fait que le processus était le suivant. On avait 3 types de billets. Admission générale, admission VIP, puis admission premium. Oui. Les prix 300, 600, 900, puis on peut les monter. Puis on en reparlera après les prix, là, je pense que tu as une opinion aussi sur ça. Puis c'est ça. Fait, dans le fond, ça, c'est le processus que les gens peuvent acheter. Maintenant, dans le back-end, les publicités, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, une campagne. Ben non, c'est pas vrai, 2 campagnes. Vas-y. Déjà, attends, avec ça, je pense qu'il y a un truc qui est important de dire. Quand tu prétends pouvoir vendre sur une page en one checkout, c'est techniquement et fondamentalement des personnes qui te connaissent déjà. Tu envoies pas du trafic froid nécessairement sur une page comme ça. Ouais. Ou alors c'est compliqué. Ok, c'est une bonne question. L'exercice en fait de convertir du trafic froid sur une VSL et un achat direct à 300, attention, je précise bien à 300 minimum, parce que tu peux vendre du low ticket et là ça fait du sens avec une page VSL, ça se fait très bien. J'en fais tourner moi quotidiennement, mais à 300 c'est un autre jeu. Ouais. C'est une très bonne question. Donc, il y a plusieurs éléments qui ont fait que ça a fonctionné. Numéro 1, beaucoup d'entrepreneurs au Québec connaissaient le visage de Tommy. Oui. Pas nécessairement son offre, pas nécessairement qu'est-ce qu'il fait, mais son visage. Son ads sur l'Infinite Banking. Son ad sur le Infinite Banking avec Luc Poirier. Exact. Il a mis énormément de budget en ça. Ouais. OK? Side note, on a mis plus de budget juste en 2 semaines de l'événement que toute sa ads sur le Infinite Banking ever. Mais ça reste que beaucoup de gens avaient vu son visage. OK? Fait que ça, c'est une des choses qui a aidé. La deuxième chose qui a aidé, c'est le VSL. Oui. La plupart des événements là, ne font pas de vidéo. Ben, ça dépend, mais il y a beaucoup d'événements, personnes qui font pas de vidéo. Ils amènent ça sur une page Eventbrite. Right? Oui. Nous, on a fait un VSL de 4 minutes qui explique c'est quoi l'événement, qui explique c'est quoi Tommy Colombo, qu'est-ce qu'ils font son équipe, c'est quoi l'offre de l'événement. Right? Fait que le VSL était très, très, très bien détaillé. Puis ça a pris énormément de temps à faire, un VSL de 4 minutes et demie. Puis je pense qu'il était quand même engageant. Là. Je suis quand même très fier de ce VSL-là. Ouais, c'était bien tourné. On voyait bien, il y avait l'engagement, il y avait du mouvement. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est ce VSL-là qui a fait une grosse différence aussi de convertir du trafic qui était froid. Parce qu'au final, 90% des gens à l'événement ne connaissaient pas Tommy Colombo. Ok, super intéressant ça. Ben, 90% des gens, c'était des gens qui n'avaient pas opt-in sur ses publicités. Parce que lui, il faisait du lead form et tout. Même plus 95. Right? Il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient opt-in. Fait qu'on a converti beaucoup de trafic froid qui ont peut-être vu son visage, mais qui n'avaient aucune idée de ce qu'il faisait à cause de ce VSL-là. Et après ça, tu as vraiment la stratégie comme publicitaire sur Meta, parce qu'on avait les plans de rouler du YouTube, on avait les plans de rouler du Google, ça l'a tombé à l'eau, on avait tellement pas le temps. Mais c'était une stratégie extrêmement agressive avec énormément de créatifs différents. T'sais, à m'amener, on avait 35-40 vidéos complètement différentes. Là. Pas juste des hooks de différents. Là. Juste le concept au complet et qu'est-ce qu'on vise, l'angle publicitaire complètement différent. On avait une 30-35 qui roulaient en même temps. Fait qu'on allait chercher différents segments à ce moment-là. Puis c'est ça que tout ça, ça a contribué. Puis aussi la quantité de budget qu'on a mis. Tout ça, ça a contribué à convertir du trafic froid à un événement puis les convaincre de payer 300 $. Est-ce que tu peux partager le budget publicitaire? Ouais. C'est un budget, c'est une campagne qui a roulé sur 1 mois. Okay. Fait que nous, notre prémisse, c'était pas... Souvent, les gens sont comme, c'est quoi ton budget au final que tu avais? On n'avait pas de budget. C'était, est-ce qu'on est dans notre coût d'acquisition ou non? Quel était votre coût d'acquisition? C'est techniquement,
si on allait chercher les sponsors qu'on voulait, notre coût d'acquisition était $300 parce que le billet était de $300. C'est ça. Juste pour faire une petite précision, dans ce genre d'événement, tu vas chercher le break-even parce que tu vas aller chercher ton argent dans les sponsors ou dans le back-end de ce que tu vends. Soit tu pitches une offre, soit tu as un service tu t'en sers comme un exutoire pour parler de ton service et ensuite tu vas convertir en back-end. Et donc le jeu, c'est d'avoir le prix d'acquisition au même prix que le coût du billet. Et si tu es en dessous, c'est de la marge, plus les sponsors qui vont te permettre de mettre de la viande dans le frigo. Et ouais, donc c'est ça, c'est le jeu d'amener autant de personnes que ça te coûte sur Meta. Donc nous, on avait tout calculé ça. Fait qu'est-ce qu'on avait calculé, c'était la façon qu'on a trouvé ce coût d'acquisition-là. On a commencé avec tous les revenus qu'on veut avoir, incluant les revenus des sponsors. On a déduit toutes les dépenses sans la publicité. Right? Fait que toutes les dépenses, la salle, les billets, vraiment tout ce qu'on a besoin de dépenser. Et après ça, on a fait revenus moins dépenses. Ça, c'est le jeu qui nous reste en publicité. Puis on a divisé ça par le nombre de personnes, fait qu'on a trouvé notre coût d'acquisition, puis c'était à peu près équivalent de 300. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? C'est le contraire. Okay? On n'est pas allé chercher assez de sponsors, mais notre coût d'acquisition était vraiment, vraiment, vraiment en bas de $300. Je ne sais pas exactement à quoi il tournait, là, mais c'était dans les $100. C'était en dessous de $200. Quand tu m'avais appelé au tout début, c'était dans les 300. C'était dans les 220. Ouais, je sais plus, mais je me rappelle. Quand je t'ai appelé au début, là, dans la première semaine du mois là, du 4 semaines, ouais. C'était dans les 220. Puis finalement, ça l'a descendu là, sous c'est peut-être 150 et quelque chose. Puis ça, si on parle de tout billet confondu, là, que ce soit un billet à $1000 ou un billet à $300. Donc c'est ça. Ça, c'est au niveau de l'acquisition. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'on n'est pas allé chercher autant de sponsors. Fait que si on avait notre coût d'acquisition à $300, on aurait perdu énormément d'argent. Mais au final, on a dépensé 42 000 en publicité, ce qui était beaucoup moins que si on voulait dépenser 80 000, 90 000, right? Tant ou si longtemps qu'on était au seuil du $300, on pouvait dépenser, le sky's the limit. Finalement, c'est le contraire. On est allé chercher beaucoup moins de sponsors pour plusieurs raisons techniques, là, qu'on n'avait pas le temps, mauvaise communication, on s'est pris trop tard, plein de choses. Mais le coût d'acquisition était beaucoup plus bas. OK, super intéressant. Donc là, tu pointes 500 personnes le jour de l'événement. Et là, l'idée, c'est quoi la big idea? C'est quoi le but de cet événement pour le business de Tony Colombo? Comment il fait de l'argent avec ça? Via des contrats ou via de l'image, via de la trust? C'est quoi? Comment ça se mesure? Ouais, c'est une question. Fait dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'au début, on visait 450 personnes. Okay? Puis finalement, la campagne s'est déroulée sur 4 semaines. On a gardé beaucoup plus de budget vers la fin des 2 dernières semaines. Il y a eu un moment où on dépensait 3 000 4 000 par jour dans les derniers jours de l'événement. Comment tu couples ça avec l'organique? On n'en a pas parlé, c'est très important. Ah oui, c'est ça, avec l'organique. L'organique, c'était juste énormément de contenu. Ouais. Fait qu'on a roulé énormément de contenu, on est allé chercher le plus d'experts possible. On avait des stratégies autant statiques, parce qu'on a roulé aussi beaucoup de créatifs statiques comme en retargeting. Ouais. Dans le fond, on pourra en parler dans les campagnes. En fait, on peut en parler maintenant si tu veux, puis après ça, on peut retourner à... 100%. OK. Dans le fond, stratégie publicitaire, après ça, organique, puis après ça, on parlera de comment convertir dans le back-end. 43, je vois l'heure, OK. Stratégie publicitaire, on avait plusieurs campagnes. Je pense qu'on a fini avec 3 campagnes. OK, mais le challenge avec ça, c'était un nouveau ad account. OK? Donc, aucun learning. Puis, on avait aussi une limite de daily spend. Right? La limite de daily spend est arrivée très vite. Fait que là, on a fait toutes les choses dans le back-end pour être capable de... On a vérifié la business, on a mis plusieurs admins, on a fait tout ce que Facebook veut pour être de leur bon côté, pour être capable d'augmenter ce daily ad spend-là le plus rapidement possible. Fait qu'à chaque jour, on mettait le maximum. Fait que ça, c'était challenge. Il faut mettre un peu plus. Hein? Il faut mettre un tout petit peu plus. Oui, exact. Exact. Puis ça, on est allé chercher ça, problème réglé. Deuxième problème, c'est un nouveau ad account. Un nouveau ad account, ça a besoin de learning, ça connaît rien. Fait qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'étais allé chercher toutes les learning ad accounts du Tony Colombo et j'ai connecté avec des custom audience. Puis notre première campagne était vraiment ça. Notre premier ad set, c'était plein de créatifs dans un ad set, dans une campagne CBO. Mais notre audience, c'est toutes des audiences warm, des gens qui ont interagi avec le contenu organique de l'audience de Tony Colombo, puis blablabla. Fait que là, on a déjà retarget. Fait que notre learning est arrivé extrêmement vite. Après ça, on a switch à plus broad et toute l'équipe. Fait que ça, c'est stratégie publicitaire. Vers les 2 dernières semaines, on a mis énormément de créatifs statiques, beaucoup en retargeting. Fait des créatifs beaucoup plus axés sur la FOMO. Ouais. Est-ce que tu vas manquer ça? Rejoindre 450 entrepreneurs, des trucs comme ça. C'est le 4 octobre. On a déjà 80% des billets sold out, 85%, 90%, 95%. Il reste juste 15 billets. Puis cette stratégie-là, ces créatifs statiques-là, comment est-ce qu'on les a fait? C'est qu'on les a pas juste roulés en publicité. On les a publiés sur notre page organiquement. Puis on a pris le post ID et là, on les a roulés en publicité. Ouais. Fait que ça amenait des eyeballs aussi sur notre page organique. En story ou que en post?
Les deux. Ok. Les deux, puis on adaptait notre format. Ça marche bien en story de republier avec l'ID? Oui. Faut que ça soit une story qui soit par contre sauvegardée. Ah oui, on n'a pas retarget des ID en story, par exemple. Ok. Ouais, ça c'est un bon point. On a juste retarget des posts Okay. et des vidéos. Ok. Fait qu'on a fait des vidéos avec des partners. Avec objectif de vue. Juste. Non, même pas. On les retargetait dans la campagne CBO. Avec un CTA pour aller acheter. Avec un CTA pour acheter. Okay. Exactement. Okay, intéressant. Fait que ça avait comme un double objectif. C'était, on allait chercher des gens pour l'événement parce que notre contenu organique était très similaire à notre contenu publicitaire. Fait que ça allait chercher des gens pour l'événement, mais ça allait, tu sais, toutes les vues que tu fais en événement, que tu fais en publicité, comptent aussi, tu sais, ils apparaissent sur ta page. Oui. Ouais, fait que c'est pour ça qu'on a des vidéos à 14 000, à 20 000 vues, des trucs comme ça. Puis là, il y avait une gestion aussi de la psychologie. Comme les vidéos d'Olivier Primo, il pognait pas beaucoup en publicité. Il allait pas chercher beaucoup de ventes, mais on a mis quand même énormément de budget dans cette vidéo-là. Oui. Parce que les gens, ils associaient... on montrait à tout le monde, Olivier Primo va être là, même si ça convertissait pas, parce que c'était pas une publicité qui allait convertir. Oui. Ben, les gens, ils étaient au courant, puis ensuite, ils convertissaient dans une autre publicité. Fait que, il y a toutes ces stratégies-là. Fait que c'est ça, l'organique, post statique aussi, post vidéo, énormément de contenu en très peu de temps. Plus on lançait l'événement, plus il y avait du volume de créatifs. Même chose avec les créatifs statiques. Puis c'est ça, dans le fond, nous, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a sold out l'événement le jeudi. L'événement était le samedi. Le jeudi à midi, on était à 470 sur 450. Fait que, on a tout le temps vendu un peu de place au-dessus parce qu'il y a des gens qui vont pas se pointer, il y a des gens qui vont être debout, puis blablabla. Finalement, là, on recevait tellement de textos, j'ai jamais vu ça. On recevait tellement de textos qui nous disent comme je veux des places, je veux des places, je veux des places, je veux des places, je veux des places. Puis même chose, Olivier Primo, il texte, il est comme j'ai reçu 30 textos hier, comme est-ce que vous pouvez faire de quoi? J'appelle l'hôtel. Là, au début, on voulait que tout le monde aille sa table et sa chaise parce qu'on donne un workbook, on veut que tout le monde apprenne. Fait qu'on voulait que tout le monde ait une belle expérience. Et là, j'ai pensé, j'ai fait comme, c'est vraiment important si on enlève une rangée de chaises. Il y a du monde qui, ça leur dérange pas tant d'être assis derrière. Il y a beaucoup de monde, en fait. Fait qu'on a enlevé une rangée de tables au complet. Puis on a rajouté 50 places de chaises. On a même pas roulé de publicité sur ça, là. Donc, on a peut-être mis $100 de publicité. On avait une liste de 700 personnes qui ont opt-in, mais qui n'ont pas acheté de billets. Fait que j'ai juste envoyé un texto à tout le monde et une email. J'ai fait, hey, si t'as pas pris ton billet, voici ce qui est arrivé. On a appelé l'hôtel, on a enlevé une rangée de table, on a rajouté une rangée de chaises. Si tu veux ton billet, là, c'est ta chance. Ce n'est pas que de la scarcity marketing. Non, c'était vraiment vrai, là. C'était vraiment vrai. 3 heures, sold out. Ok, trop bien. Exact. C'est ça, hein, je te l'avais dit. Hein, je l'avais dit. Tout se fait à la dernière minute et c'est ça qui est un truc hyper excitant parce que ce truc de dernière minute, si t'as pas créé toute cette tension, il arrive pas. Ouais. Et tu peux pas le savoir à l'avance s'il arrive ou pas, tu vois. Et quand il arrive, l'événement c'est le lendemain, donc t'es très content que ça arrive. Mais tu peux pas faire ta stratégie là-dessus, donc t'es obligé de spend avant pour dérisquer un peu parce que sinon t'es mort, quoi. C'est ça. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis tu sais, ces 50 chaises-là, c'est des billets que comme on n'a pas vendu à cause de la publicité. Oui, parce qu'ils ont opt-in, mais je veux dire, c'était un message et un courriel. Là. Texto, courriel, that's it. Les mails, ça vend les mails. Exact, c'était vraiment simple. Fait que 2 heures, sold out. Je pense que c'était 3 heures, excuse. 3 heures, sold out, plus de billets. On était à 520 sur notre logiciel de 450 au début. On a vendu une coupe de plus, peut-être 2-3 VIP de plus, c'était du monde comme ça. Fait que ça, c'est la stratégie, comment ça s'est passé. Puis là, on est rendu à où après? Comment tu fais dans le back-end? Qu'est-ce que tu fais? L'événement se passe, donc il y a les intervenants. Moi, j'ai beaucoup appris à cet événement-là. C'était vachement intéressant. Il y a du beau monde. Le gratin entrepreneurial montréalais. Ouais. C'était assez intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait vraiment l'argent là-dessus? OK. Comment tu closes un gars là qui est dans les chaussures de Tommy Colombo et qui regarde ce podcast? Comment on lui vend ça? Bon. Dans le fond, j'ai expliqué c'est quoi le move stratégique de faire l'événement, pour Tommy Colombo, pour son équipe. Et après, j'ai expliqué qu'est-ce qu'on a fait un peu. Fait que le move stratégique, c'est quand tu organises un événement comme ça, tu as plusieurs à gagner. Tu as beaucoup à gagner. Tu as à gagner en visibilité, right? Parce que là, c'est 500 personnes qui te voient. Ouais. Tu as à gagner en branding, parce que la différence entre une publicité, rouler un VSL, book to call funnel ou un événement en personne, c'est le word of mouth. Quand tu roules un VSL, le word of mouth, il n'est pas énorme. Non. Un événement en personne, c'est un gros risque par contre. Mais si les gens aiment leur expérience, vraiment beaucoup, tu as 500 personnes qui deviennent des clients fidèles. Moi, la première chose que j'ai faite en revenant d'un événement, par exemple, à Ty Lopez, c'est parler à mon ami, voici comment ça s'est passé, j'ai appris ça à Ty Lopez. Là, tu as 500 personnes qui parlent à son réseau, littéralement. Là. Hey, il y avait un mentaliste à cet événement-là, puis ça, c'est une chose que les gens ne voient pas. Durant cet événement-là, on a fait beaucoup de choses pour faire parler. Pas nécessairement des experts, right? Parce que l'événement, c'était
avocat fiscaliste, comptable, spécialiste en achat d'entreprise, conseiller financier, c'est tout ça, ils venaient parler de la portion théorique. Tu avais Olivier Primo puis Luc Poirier qui venaient parler de leur histoire, mais tu avais plein de petits trucs qu'on a fait juste pour faire parler, juste pour améliorer le word of mouth. Right? On avait des petites lumières, right? Que ça donnait une expérience. On avait les vidéos d'entrée qui mettaient les experts sur un pédestal. On avait des gens dans la salle qui étaient là pour clapper plus fort, pour poser des questions. Okay, pour poser des questions. Ben, les bénévoles, dans le fond, on avait une équipe de 20 personnes que eux, s'ils faisaient rien, on les mettait dans la salle. Puis toi, t'es le cheering numéro 1, là, right? T'es le premier à clapper, t'es le dernier à terminer. C'est pas intéressant, ça. On avait beaucoup de choses pour affecter la perception des gens, parce que l'objectif, c'était qu'on avait un mentaliste. Le mentaliste fait énormément parler. Vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se rappellent pas de ce que l'avocat fiscaliste a dit, mais qui se rappellent que le mentaliste a hypnotisé quelqu'un sur stage à 1h de l'après-midi. Ouais, avec un parallèle entrepreneurial qui était assez fort, hein, quand il lui dit ce blocage que vous voyez là, quand elle était clouée au sol et qu'elle n'arrivait pas à aller chercher le billet de vin, c'est ce que vous avez dans la tête pour au next step. D'ailleurs, c'était très fort. Hein. D'ailleurs, Edward, comme ça, c'est une histoire là. On avait le matin, on avait des activations au cours de la journée. Tu sais, on a fait des trucs de lumière, on a joué à roche-papier-ciseaux, je sais pas si tu t'en rappelles. Oui. Right? Tout ça, c'est les trucs que ça fait parler parce que mettons dans un homme mettons dans un homme d'affaires, en fait un homme d'affaires, right, qui a une business, qui arrive là pour apprendre comment payer moins d'impôts, puis comment grandir sa richesse ici au Québec. Il s'attend pas à faire du roche-papier-ciseaux avec son équipe. Il s'attend pas à avoir un humoriste qui fait faire du karaoké à tout le monde. Il s'attend pas à avoir un mentaliste. Fait que toutes ces choses-là, c'est des choses qui ont fait d'améliorer le word of mouth. Puis bref, d'ailleurs, l'histoire avec Edward, rapidement, 30 secondes, parce que je pense que c'est quand même une très bonne histoire. Le matin, on avait une activation. Roche-papier-ciseaux, on sait exactement quoi faire. Les activations sont importantes. Ils ont été mis à des endroits stratégiques. L'activation a été mise après la fiscalité et la comptabilité. Quelques heures dans l'événement. Ouf, c'est lourd. On veut les réveiller un peu avant que le prochain embarque. En après-midi, on n'avait rien. J'avais une activation, mais je suis comme, il manque quelque chose. Comme là, on va les perdre. Tu sais, dans le afternoon crash, on va les perdre. Ça va être... Fait que là, je parlais à un ami, un de mes amis, jeudi, là. Et là, en fait, non, mercredi, je parlais. Là, je suis comme, il manque quelque chose. Puis là, lui, il était comme, what if tu fais venir quelqu'un qui hypnotise, quelque chose. Puis je suis comme, je pense que je connais quelqu'un. J'ai vu Edward dans un événement. Mercredi soir, je prends le téléphone, je trouve son numéro somehow, je l'appelle. Jeudi, je suis en contact avec son agent. Vendredi, le deal est signé. Puis samedi, il fait un truc sur stage. OK. Fait que ça s'est fait très vite, là. Mais bref. Edward, shout out. S'il regarde ce podcast-là, là, honnêtement, il a sauvé une bonne partie de l'événement. Ouais, OK? Maintenant, comment est-ce qu'on convertit dans le back-end? Right? Dans le word of mouth, beaucoup à gagner. Dans le branding, beaucoup à gagner. Et maintenant, comment est-ce qu'on convertit le jour de l'événement avec les personnes qui sont là? OK? Tu as remarqué, on n'a pas fait d'offres. Right? On n'a pas fait de stacking, on n'a rien fait. Pourquoi? Parce que ceux qui ont à gagner, l'événement a été organisé beaucoup pour les professionnels. Right? Tommy Colombo, l'avocat fiscaliste, le comptable, le spécialiste, c'est tous ceux-là, c'est eux qui ont à gagner. Tous ces gens-là qui sont à l'événement, c'est des leads. OK? Nous, on montrait comment faire, mais on vend l'implémentation dans le back-end. Right? Leur service, c'est l'implémentation. Oui. Fait qu'on t'a montré comment sauver moins d'impôts, on t'a montré comment gérer ta comptabilité. Si tu veux quelqu'un pour le faire pour toi, on est là. Fait qu'on n'avait pas d'offre à faire. On voulait pas faire de stacking, on voulait pas aller chercher de l'argent upfront, on voulait pas faire ça. Nous, qu'est-ce qu'on avait besoin? C'est de leur confiance. C'est tout. Fait qu'on a fait un petit pitch avec un petit code QR, mais c'était pas un pitch, là, mais c'était un petit code QR pour aller chercher comme qui est intéressé envers quel service, juste pour orienter. Mais dans le back-end, en ce moment, on a une équipe là, de gens qui font juste appeler toutes les leads. Hey, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, quel service que tu es intéressé, est-ce que tu es intéressé avec la comptabilité? Puis ils prennent des appels de découverte. Puis dans l'appel de découverte, c'est là qu'ils regardent leurs besoins et qu'ils les pluguent avec les différents experts. Tu as aimé le concept d'assurance participative? Parfait, on va te mettre avec notre expert qui fait des assurances participatives. Tu as besoin en comptabilité? Parfait, on va te mettre avec la comptabilité. Fait que c'est là que l'argent est fait, c'est dans le back-end. Right? Le jour de l'événement, l'événement, il n'a pas fait beaucoup d'argent, là, vraiment pas beaucoup. Là. Right? Notre objectif, c'était de break-even. Puis même si on perdait là, 10, 20 000, 30 000, ça ne dérangeait pas parce que dans le back-end, on pouvait la refaire, cet argent-là. Right? On a fait un tout petit peu d'argent. Vraiment pas beaucoup pour un événement de 500 personnes. L'argent est fait dans le back-end avec les closers en ce moment de l'équipe qui appellent, qui prennent un appel de découverte, puis au final, qui ont les besoins de la personne à cœur, puis ils sont comme, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as besoin? On a une équipe d'experts, là, tous ceux qui ont présenté, on va te référer à eux. Right? Juste dis-nous ce que tu as besoin, dis-nous ce que tu as aimé. Fait que c'est là que l'argent est fait dans le back-end. Okay. Comment tu traques ça sur une ligne comptable, sur le long terme ou pas? Lead provenant de la conférence ou pas? Oui. Ouais. Okay. Oui, dans le fond, là, on a un CRM.
Dans le CRM, on a les 500 personnes qui sont dans l'événement, les autres 600 personnes qui ont opt-in mais qui sont pas dans l'événement. Bien sûr, on y va par ordre de priorité. Là. On appelle les billets avant, puis ensuite après. Puis ensuite, on les track. Fait qu'on track quel lead est envoyé à tel expert, quel lead qu'est-ce qui se passe avec un fichier Excel et toute l'équipe. Puis voilà. Et vous retargetez un peu? Oui. Campagne mail? Oui. Dans le fond, en ce moment, tu as peut-être même reçu un texto ce matin là, pour ça. Je vais pas checker, mais ouais, peut-être. Dans le fond, on envoie très peu de textos et très peu de courriels. On ne retarget pas vraiment en courriel parce qu'on veut pas agacer les gens. Okay? Puis le petit texto, dans le fond, que tu as sûrement reçu ce matin vient d'un autre numéro parce qu'on a transféré de CRM. Puis on avait le problème du reply stop to stop. Là. On veut le mettre pour être... Insupportable au Canada, ça. Hein? Au Canada, c'est insupportable, les règles... Exact, c'est ça. Fait que, ça, on voulait vraiment le mettre, mais là, vu que c'est un nouveau numéro, on voulait pas comme que quand les gens appellent, puis que là, tu sais, mettons, dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'on a une campagne pas une campagne, mais si un setter appelle, puis ça répond pas, ben il envoie des textos. C'est comme, hey, on a essayé de t'appeler, blablabla. Mais là, on voulait pas que le premier message aille reply stop to stop, parce que la majorité des gens auraient fait stop. Fait que là, on a envoyé un petit message à tout le monde juste pour dire, comme, on a envoyé le lien des photos. Qui va dire stop à nous qui dit un merci, puis qui envoie le lien des photos de l'événement? Right? Fait que ça, c'était la première chose. Puis en ce moment, on a les gens qui appellent. On n'a pas de SMS vraiment, on n'a pas de courriel vraiment. Est-ce qu'on pourrait aller chercher plus de gens en envoyer des value dense courriels? Absolument. Est-ce que c'est la priorité? Pas vraiment. En ce moment, dans les jours, aujourd'hui puis dans les jours qui suivent, on est en train de lancer, c'est un peu en retard, là, mais c'est les délais qu'on avait. On est en train de lancer un Hammer Them campaign. Je sais pas si tu connais Jeremy Haynes. Oui. Bon, fait que Jeremy Haynes... Ça me parle pas ce que tu me dis là. Un Hammer Them campaign? Non. Fait que ça, j'ai pris ça de lui. Dans le fond, le Hammer Them campaign qui consiste à entre deux actions. OK? Fait que par exemple, on va prendre le truc d'un VSL, puis après ça, je vais le mettre dans l'événement. OK? Tu as quelqu'un qui book un appel avec un VSL. OK? Si cet appel-là est dans une semaine, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans cette une semaine-là? OK? Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Right? Il peut aller chercher ailleurs l'information, aller se faire closer par d'autres personnes. Oui. Right? Il y a tellement de... Il peut ne juste pas show up. Right? Fait que le Hammer Them campaign consiste à hammer, okay, donc clouer. Okay, nurturing, tu as une campagne de nurturing. Ouais, nurturing, exact. Okay. Fait que dans le back-end, aller retarget ces personnes-là qui sont entre ces une semaine-là avec une quantité phénoménale de contenu et une fréquence énorme. Là. On parle pas d'une vidéo par jour, là, on parle de 10 vidéos par jour. Là. Right? On veut que les gens ils voient ton contenu. Tu l'envoies comment, par mail ou par WhatsApp? Par publicité. OK. Par publicité. Okay. Fait que c'est un petit budget, right? Mais c'est une publicité qu'on met pour que les gens, constamment, là, pendant ces une semaine-là, ils te voient sur leur feed. Comment tu targetes ces personnes-là? C'est avec des audiences custom. Fait que là, il faut s'assurer que l'audience soit minimum de 100. Ouais, c'est ça. C'est que right? tu mets 100 fois le même mail? Non. On met vraiment les 100 personnes. Right? Mais là, dans l'événement, c'est facile parce qu'on a 500 personnes. Si t'en as pas. Parce que moi, ça m'a déjà posé la question. J'ai déjà fait, je veux faire une publicité et je veux target une personne. Ouais. Bah, en fait, tu mets 100 fois le même mail dans l'audience. C'est possible? Ouais, bah oui. Ah ouais? Wow, qu'est-ce que je te demande, parce que c'est un truc que j'ai déjà voulu faire. Il y a un gars qui m'a dit, je veux que cette publicité aille sur cette personne. OK. Trouve-moi la ça, c'est fou, ça. Et là, je me suis dit, merde, comment je fais tout ça. Et ça a fonctionné? Oui. Wow, OK, bah ça, tu vois, j'en apprends parce que ça, c'est vraiment cool. Et si tu veux vraiment qu'elle te voit, bah tu auras un budget, tu auras une fréquence de fou. Moi, qu'est-ce que je faisais, c'était juste augmenter l'audience avec, tu sais, au lieu que ce soit une semaine, ben, on met les gens dans les 3 dernières semaines. On augmente pour arriver à 100. Là, tu fais une CBO avec tous tes contenus et tu balances. Exact. Peu importe l'ordre. Exact. Okay. Puis Jeremy Haynes, il va encore plus loin. Lui, il fait un ordre. Right? Là, on n'est pas rendu là, mais lui, il fait un ordre pour que les gens voient le contenu dans un ordre spécifique puis qu'ils ne voient pas la même vidéo. Fait comme ça, si, dépendamment du watch time, soit il through play ou 15, il regarde 15 secondes ou un pourcentage, je ne sais pas exactement comment il le fait. Pour qu'une fois qu'il a vu cette vidéo-là, ben, il la revoit pas dans son feed. Dans son feed. Il voit la prochaine, et la prochaine, et la prochaine. Fait que nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est prendre... On est chanceux parce que Tommy fait beaucoup de contenu, right? Fait qu'on va prendre les 50 meilleures vidéos de son contenu organique, on les balance toutes dans une campagne, puis on veut retarget ces gens-là pour que pendant qu'ils se fassent appeler par les setters, ben, ils sont déjà plus informés, ils sont déjà beaucoup plus warm parce qu'ils voient son contenu, ils savent exactement qu'est-ce qu'il fait, puis quand ils arrivent dans l'appel, okay, pour se faire setter, est-ce que tu veux tel expert, ben, ils ont déjà un bias un peu parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils recherchent, ils sont déjà informés. Puis, le plus important, cette information-là, ils vont la chercher avec le contenu qu'on a. Oui. Ils vont pas la chercher ailleurs. Tu comprends? Là, ils sont venus à l'événement, ils sont allés chercher beaucoup d'informations, mais naturellement, dans la nature humaine, tu vas aller voir un maximum d'informations avant de prendre une décision.
Fait que tu vas aller voir ailleurs, puis tout ça. Mais tant qu'à aller voir ailleurs, on va juste mettre du budget pour qu'ils voient notre information. Ça, c'est une sacrée nugget. Ouais. Je vais l'implémenter, ça, je le fais pas. Je le fais plus par mail ou WhatsApp. J'envoie des vidéos par WhatsApp quand j'ai un numéro validé. Mais ouais, ça, c'est super intéressant. Trop bien. Ouais. Trop bien. Ok. Et donc, on va wrap up là-dessus. Argent en back-end que tu fais donc en vendant ces services-là. Donc, tu t'étales sur combien de temps? À peu près 6 mois, 1 an dans cette industrie? Les contacts que tu peux closer sur les personnes qui sont venues sur le... 6 mois, 1 an. C'est sûr que ça peut aller plus loin. Il y a des gens qui peuvent closer en 2 ans, 3 ans, puis tout ça, mais la majorité, tu as raison, dans les 6 mois, 1 an. Puis tu as aussi le word of mouth, right? C'est comme, hey, j'ai fait affaire avec telle personne, j'étais allé à la conférence, c'était vraiment incroyable. J'ai fait une assurance avec lui. J'ai aussi mon ami qui veut faire l'assurance, boum. Ouais. Fait que là, tu as tout l'argent aussi, tous ces effets boule de neige. Là. OK. La question que j'ai, c'est quoi le prochain événement? C'est une bonne question. C'est quoi le prochaine échéance de Zach? De moi ou de FE360? Ça peut être relié les deux, je sais pas. OK. FE360, on va sûrement faire un prochain autre événement un peu plus gros. En fait, plus gros. On va prendre les commentaires qu'on a eus. Parce qu'évidemment, c'est une première édition qui s'est organisée très vite. Fait qu'il y avait beaucoup de choses à améliorer. Il y a beaucoup de choses qu'on ferait différemment. Je vais pas tout dire parce qu'on va résoudre ça pour la prochaine édition. Mais ça risque d'être sur plusieurs jours. Ça risque d'être beaucoup plus personnalisé. On va être capable... Bref, plein de choses. Okay. Pour FE360. On va sûrement faire aussi des événements un peu plus ponctuels. Fait des petits événements, 30-40 personnes sur des sujets spécifiques, juste pour ceux qui sont en construction, juste pour ceux qui sont dans l'immobilier. Ça, c'est pour FE360. Pour moi, je t'avouerais qu'en ce moment, je suis dans une phase où est-ce que je pense. Okay. Je pense. Fait que là, je suis en train de terminer tout ce qui est en lien avec l'événement. Et après ça, c'est thinking. What's next? Parce que ce qui est le fun avec cet événement-là, c'est que ça m'a permis de... On dirait que c'est le pic de tous mes accomplissements et de mes compétences mis ensemble. J'ai mis mes compétences événementielles, j'ai mis mes compétences en gestion, j'ai mis mes compétences en marketing, j'ai mis toutes ces compétences-là et ça l'a donné cet événement-là en 1 mois. Fait que là, ça m'a permis à moi de réaliser comme, OK, je suis capable de faire des grosses choses. What's next? Fait que là, je suis en train de vraiment penser à what's next. Est-ce que j'ai eu des demandes de personnes qui veulent que j'organise leur prochain événement. Fait que là, je suis comme, est-ce que je me lance dans l'événementiel? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement scalable. Non. Oui, c'est scalable, mais c'est très difficile. Right? C'est pas comme un modèle d'affaires intéressant. C'est pas comme scaler un infoproduit. Ouais. C'est pas. Fait que là, je me pense à ça, mais tout ça, ça peut être aussi mis pour les webinaires. Ça peut. Fait que là, je suis vraiment en train de penser à c'est quoi le prochain move et les prochains moves que je vais faire. Mais ce que je sais, c'est 2 choses. 1, je veux que ce soit avec une équipe. Je pense que je suis rendu là dans ma vie. J'ai vraiment ça fait longtemps que je travaille tout seul. L'événement-là, il a été organisé tout seul. Là. Oui, je travaille avec du monde par-ci, par-là, des petits sous-traitants, mais c'était vraiment tout seul et j'ai pas dormi. Là. J'ai pas dormi. La semaine avant l'événement, j'ai dormi 3 heures par nuit et la veille de l'événement, j'ai fait une nuit blanche. Je suis quelqu'un qui met extrêmement d'efforts dans ma santé et là, je veux plus jamais refaire ça. Fait que je veux une équipe. Dans peu importe ce que je fais, je veux une équipe. Puis au final, on peut avancer plus vite avec une équipe. Bien sûr. Fait que point numéro 1, peu importe c'est quoi mon prochain move, je veux que ce soit avec une équipe. Puis point numéro 2, je veux que ce soit gros. Okay. Gros comment? Gros, je sais pas, gros et scalable. Est-ce qu'on va chercher plus que l'Elevate? Peut-être pas en termes d'événementiel. Je parle en termes de vraiment offre. Là, comme la business que je veux construire, je veux qu'elle soit grosse. OK, pas en termes d'événements. En termes d'événementiel, ça va être gros. Là, ça, c'est sûr. Le prochain FE360 va être très gros. Right? Est-ce qu'on va compétitionner avec Elevate? Parce que là, rendu là, on en est les 2 plus grands noms au Québec. Right? Olivier Primo, Luc Poirier, what's next? Right? Fait que, est-ce que ça va être compétitionné avec Elevate? C'est sûr que non. Elevate va ramener Russell Brunson. C'est fou, là. Ouais. Right? Fait qu'on veut pas rentrer nécessairement dans la game de compétition avec Elevate à l'international et tout, mais on veut rentrer gros au Québec. Ouais. Pour moi, par exemple, je veux que ce soit quelque chose de business de gros avec des gens. Okay. C'est avoir... Faut que je pense. Peut-être que tu pourrais m'aider aussi dans ce processus-là. 100%, ce que je disais, on va pouvoir s'appeler. Moi, je vais pouvoir te mettre des points de réflexion sur certains trucs. 100%. Carrément. Parce que moi, j'organise, on va dire, des événements au Québec en mode un peu on the side, parce que j'aime trop aller voir, justement, serrer les mains des leads en live. Mais les gros événements, c'est virtuel. C'est là où on fait des gros chiffres énormes. Ce qui n'est pas possible en physique. Mais physique, c'est un autre jeu, quoi. C'est le jeu du back-end, c'est pas le jeu du front-end. Exact. C'est des choses différentes. Donc c'est le jeu aussi du word of mouth, puis c'est ça que j'aime, là, le social currency. Ben oui.
Moi, j'ai adoré ça. Enfin, ça a commencé quand on a fait le mastermind. Et derrière, il faut serrer des mains, il faut aller voir les leads. Faire des ads, c'est bien. Avoir des coups par lead, c'est cool. Est-ce que les leads, on les voit vraiment? Est-ce qu'on les sent? Est-ce que le marketing, la psychologie qu'on met dans nos ads, est-ce qu'on le revoit quand on voit un mec sur un CRM? Non, on le voit pas. On le voit, par contre, quand tu vas t'asseoir sur FE360 sur le premier rang et tu regardes le gars à droite, à gauche, ce qui me ressemble, oui. Et moi, j'aime bien, c'est dans les événements, à chaque fois, je demande aux speakers de lever la main et de demander s'il y a des gens qui sont comme ça ici, est-ce qu'ils se reconnaissent, lever la main? Et en fait, ce truc-là, c'est la target qu'on utilise pour faire la VSL, qu'on utilise pour faire la landing page. Et si tout le monde lève la main à 80%, le taf marketing marche. Et par contre, après, est-ce que l'offre est alignée ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais ouais, c'est pas intéressant. D'ailleurs, je sais, tantôt, j'ai dit... Je sais pas où est-ce que je m'en vais parce que la porte est ouverte pour les événements, là, mais c'est pas trop scalable et tout. Je dis que c'est pas scalable, mais c'est peut-être juste le modèle que j'utilisais qui était pas scalable parce que quand tu y penses, puis c'est un point que je dis, j'avais expliqué dans mon webinaire, tu connais la compagnie Gymshark? Oui. Avec Ben Francis, 100%. qui est le CEO. Gymshark, là, une des grosses raisons pourquoi ils ont grossi aussi vite, c'est à cause des événements en personne. Oui. Mais les gens le savent pas, là, mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Hein? Dans les salles? Dans les salles. Dans les salles de sport? Oui, c'est ça. Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils organisaient des événements, ils ramenaient des influenceurs, les gens voulaient voir les influenceurs, ils faisaient des challenges de gym, puis t'avais 500 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes qui faisaient des push-ups, des pull-ups, des petits challenges. Tu sais, c'était un peu comme des conventions quasiment là, de sport. Puis on fait ça partout dans le monde pendant plusieurs années. Puis est-ce que c'est la raison pourquoi l'entreprise est rendue à 1 milliard aujourd'hui, 2 milliards, 3 milliards de valuation? Oui. C'est pas juste à cause de ça. Non, mais c'est la trust qui a été construite. Exactement, c'est la confiance et c'est le word of mouth parce que un événement en personne vaut plus que des années de publicité marketing. Parce que là, tu vois la personne en confiance, tu le vois, tu développes une confiance. Fait comme, c'est comme ça, c'est une des raisons pourquoi la brand est aussi forte. C'est la différence entre une brand qui est petite et une brand qui est forte. Parce que c'est comme ça que brand, si tu regardes là, Gymshark, beaucoup de commentaires, beaucoup d'engagement, la brand est très forte. Les Gym Bros là, sont très dans le Gymshark. Ouais. Puis la brand est forte à cause de ces événements-là en personne, à cause des influenceurs, à cause de tout ça. Fait que oui, c'est scalable pour une entreprise. Après ça, est-ce que le modèle d'affaires que moi j'utilisais, qui est comme l'agence qui va organiser ça derrière, c'est tout ça qu'il faut penser. Là. Faut que tu te mettes en partenariat et prendre des pourcentages. Peut-être. C'est ça qui est arrivé avec FE360. Mais avant, peut-être que tu vas pouvoir m'aider avec c'est quoi mon prochain move de carrière. Là, parce que là, c'est ça. Ok, et c'est cool. On finit là-dessus. Et puis, je te souhaite tout le bonheur, toute la réussite. Merci. On aura l'occasion de potentiellement faire d'autres podcasts sur plein d'autres sujets parce que 100%. C'était intense. Je pense qu'on pourrait parler pendant 5 heures. Là, facile. Merci Zach. Merci Gaëtan.